Bonjour à tous, je suis Julien Hendrix, je suis professeur à l'EPL en mathématiques appliquées et je suis un des examinateurs de l'examen d'entrée, spécifiquement en analyse. Aujourd'hui, on va résoudre une question d'examen d'entrée en analyse sur une étude de fonction. Alors avant de commencer, pourquoi est-ce qu'on vous pose une question sur une étude de fonction? On cherche en fait à vérifier trois choses. D'une part, est-ce que vous savez faire des manipulations techniques de base sur les fonctions, leurs dérivées, leurs asymptotes, etc. Deuxièmement, on veut voir si vous comprenez le lien qu'il y a entre ces résultats analytiques et le comportement de la fonction. Et troisièmement, et presque le plus important, on veut vérifier que vous compreniez ce que vous faites, par opposition à simplement appliquer des recettes de cuisine sans les comprendre. Alors, on va se concentrer sur cette question-ci qui avait pour but de tester ces trois aspects. Donc, on nous demande, alors vous aviez d'abord un rappel sur les propriétés des logarithmes qui était repris ici, et puis on considère une fonction f qui est définie sur un domaine D qui n'est pas encore spécifié des réels vers les réels, et qui est définie par f de x est égal à x plus 2 ln de 1 plus 1 sur x. Première question, quel est le domaine de définition D de f? Alors, ce qui est sous-entendu, évidemment, c'est qu'on vous demande le plus grand domaine possible, sinon la question n'a pas beaucoup de sens. Et donc, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Eh bien, de façon classique, on va se poser la question, quelles sont les conditions d'existence? Alors, qu'est-ce qui peut ne pas marcher ici? Eh bien, on voit qu'on a 1 sur x, et on voit qu'on a un ln. Alors, on va se poser la question des conditions d'existence. Première chose, eh bien, le 1 sur x, ça ne marche que si x est non nul. Donc, 1 sur x, il faut que x soit différent de 0. Donc on sait déjà que 0 ne sera pas dans le domaine. Deuxième chose, on a un ln. Alors si on a un ln, il faut bien sûr que l'argument du ln soit positif, sinon le ln n'est pas défini. Et donc on a un ln, donc il faut que 1 plus 1 sur x soit plus grand que 0, ce qui encore est équivalent évidemment à 1 sur x plus grand que moins 1. Alors là, on ne peut pas tout de suite simplifier les choses, parce qu'on voudrait multiplier par x, mais pour multiplier par x dans une équation, on doit se poser la question du signe de x. Or, on ne le connaît pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut, comme on sait que x est non nul, on peut séparer les deux cas, x positif ou x négatif. Regardons d'abord le cas positif. Si x est positif, dans ce cas-là, on peut simplement multiplier par x. Donc on a 1 supérieur à moins x, ou encore x doit être supérieur à moins 1. Or, quand x est positif, il est fatalement toujours plus grand ou égal à moins 1, donc c'est toujours vrai. Toujours satisfait. Donc, x plus grand que 0. Si x est plus grand que 0, alors x appartient au domaine. Ça, c'était le premier point. Par contre, si x est négatif, alors on a l'inégalité dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a 1 qui est inférieur à moins x, ou encore x qui devient, dans ce cas-ci, inférieur à moins 1. Et ça, c'est pas toujours vrai. Il faut donc que x soit plus petit que moins 1. Et donc, quand on résume tous les critères, on sait qu'il faut que x soit non nul, s'il est positif, il doit être plus grand que moins 1, mais ça, ce sera toujours le cas, et s'il est négatif, il doit être plus petit que moins 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le domaine D, qui est égal au domaine de la fonction, f, c'est en fait, depuis moins l'infini jusqu'à moins 1 non compris, union, depuis 0 jusqu'à l'infini non compris. Donc il faut bien comprendre que c'est un domaine qui a un trou, mais pas un trou de juste un point. C'est un trou, tout l'intervalle entre moins 1 et 0. Ça veut dire que la fonction n'y est pas définie, et a fortiori, si on comprend ce qu'on fait, on comprend que, comme la fonction n'y est pas définie, pour toute la suite, on ne devra jamais se poser de questions sur la dérivée seconde dans cet intervalle-là, puisque la fonction n'existe pas, on ne peut y faire aucun calcul. Voilà, et donc ceci répond parfaitement à la question A. Passons à la question B. On nous demande de préciser le domaine sur lequel f est dérivable et d'y calculer la fonction dérivée f' ainsi que les racines éventuelles de f'. Alors, par simplicité, je vais simplement, en dehors du cadre, rappeler que f de x est égal à x plus ln, plus 2 ln, pardon,
de 1 plus 1 sur x. À l'examen, je ne le ferai pas, mais simplement pour qu'on le voit ici à l'écran. Alors, sur quel domaine la fonction est-elle dérivable? La première chose, f ne peut être dérivable que sur son domaine de définition, puisque là où elle n'est pas définie, elle n'est évidemment pas dérivable. Donc, par contre, on voit autrement qu'on a une... Voilà, donc, on voit autrement qu'on a une fonction qui a l'air définie de façon classique et qu'on peut dériver. Donc, tentons de calculer sa dérivée et on verra s'il y a d'autres points à retirer. Donc, on va calculer f' de x, c'est égal, la dérivée de x, c'est 1, plus la dérivée de 2 ln de 1 plus 1 sur x. Alors là, appliquons simplement la règle de la chaîne. Donc, nous avons 2 fois, la dérivée de ln, c'est 1 sur l'argument, donc fois 2 fois 1 sur 1 plus 1 sur x, fois la dérivée de 1 plus 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Si on simplifie cela, ça nous donne 1 moins 2 sur x carré plus x. Et c'est la réponse. Nous devons encore juste vérifier le domaine dans lequel ceci est défini. Donc, domaine de dérivabilité. Il faut que x appartienne à d. Et il faut aussi que ceci soit bien défini. Et donc, pour cela, il faut que x carré plus x soit différent de 1. Donc, x carré plus x doit être différent de 1. C'est-à-dire que x doit être différent de 0 et moins 1. Ce qui sera le cas puisque 0 et moins 1 ne sont pas dans D. Donc, f est dérivable sur son domaine D. On nous demande ensuite de calculer les racines. f' de x est égal à 0, si et seulement si. 0 est égal à 1 moins 2 sur x plus x carré, c'est-à-dire, encore, x plus x carré est égal à 2, et donc x carré plus x moins 2 est égal à 0. Alors soit on le reconnaît tout de suite, soit on utilise la règle classique pour les paraboles, et ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire les racines sont x est égal à moins 1 plus ou moins racine de 1 moins 4 fois moins 2, c'est-à-dire 9, ici, divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 plus ou moins 3, pardon, plus ou moins 3 sur 2, ce qui est égal à 1 ou bien moins 2. Donc nous avons les racines, que je vais entourer ici. Question suivante, calculer la dérivée seconde f''. Eh bien, on va prendre la fonction f' et calculons-la, donc la dérivée. On va prendre 1 moins 2 sur x carré plus x, et on va calculer la dérivée. Pour le 1, c'est trivial, ça fait 0. Et pour la suite, eh bien, c'est la dérivée d'une fraction, d'un inverse. Et donc, ça fait moins 2 sur x carré plus x au carré, et comme avec un plus ici, puisque c'était une fraction en 1 sur quelque chose, pour lequel on va ensuite multiplier par la dérivée de x carré plus x ici, ce qui vous donne 2 fois 2x plus 1 sur x carré plus x au carré, qui est encore égal à 4x plus 2 sur x carré plus x au carré. Voilà, j'entoure de nouveau la réponse, ce qui n'est pas obligatoire, mais qui aide. Et nous avons ici la dérivée seconde. Passons à la suite. Donner l'équation de chacune des asymptotes éventuelles de f. Alors, les asymptotes, on en a plusieurs. Il y a les asymptotes verticales, enfin plusieurs possibilités qui existent. Les asymptotes verticales, les asymptotes obliques ou les asymptotes horizontales. Alors, première chose à voir, où pourrait-il y en avoir? Donc, candidat.
Eh bien, on peut avoir des asymptotes obliques ou bien asymptote horizontale en plus ou moins l'infini, et peut-être une asymptote verticale au bord du domaine, c'est-à-dire en 0 et en moins 1. 0, moins 1. Commençons par 0, donc premier asymptote. Mais calculons voilà, en x égale 0. Alors une asymptote verticale, voilà, on ne peut pas avoir une asymptote oblique en x égale 0, bien sûr, ni une horizontale. Donc vérifions s'il y a une asymptote verticale. Dans ce cas-là, il suffit de vérifier si la limite est égale à plus ou moins l'infini. Alors calculons la limite. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 et par des valeurs positives de x plus 2 ln de 1 plus 1 sur x, ce qui est égal à 0 plus 2 ln de 1 plus l'infini, ce qui est égal à l'infini. Et donc, on a une asymptote verticale en x égale 0. Première est là. Voyons maintenant en x est égal à moins 1. On va faire exactement la même chose. La limite quand x tend vers moins 1 et x est inférieur à moins 1, puisqu'on doit être toujours dans le domaine, de x plus 2 ln de 1 plus 1 sur x. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est égal à moins 1 plus 2 ln de 1 plus moins 1. Et ça fait moins 1 plus ln de 0, c'est-à-dire moins l'infini. Et donc, on a une asymptote verticale en x est égal à moins 1. On va pouvoir passer aux asymptotes obliques ou horizontales. Alors, ce qui tombe bien, c'est que en cherchant à voir s'il y a une asymptote oblique, si jamais il se fait que c'est une asymptote horizontale, on le verra aussi. Donc, regardons en plus l'infini. Eh bien, commençons par voir, alors je vais entourer la réponse précédente. Commençons, utilisons la technique classique, on va calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini. Donc la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini. Et donc, ça fait la limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 2 ln de 1 plus 1 sur x. Et ça, donc, c'est égal en fait à 1 plus 2 fois ln de 1, puisque le x tend de 1 plus 0, divisé par l'infini, ce qui est égal à 1. Donc ça veut dire que nous avons a priori, potentiellement, une asymptote oblique de pente 1. Vérifions maintenant si on peut trouver un terme indépendant, ce qui n'est pas encore sûr, mais si on peut en trouver un, alors nous aurons une asymptote oblique. On va calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins l'asymptote possible, moins x, enfin moins la pente de l'asymptote possible, ce qui est égal à la limite quand x tend vers l'infini de 2 ln de 1 plus 1 sur x, ce qui est égal à 2 ln de 1 plus 0 est égal à 0. La limite existe, elle était facile à calculer, on a eu de la chance, ce qui veut dire que nous avons une asymptote oblique en plus l'infini, et l'équation y est égale à 1 fois x, donc x, plus 0, donc on va garder comme ça. C'est relativement simple. Il reste moins l'infini, alors on va voir qu'en fait c'est quasiment la même chose. En moins l'infini, eh bien faisons la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2 fois ln de 1 plus 1 sur x divisé par x. Et ça, c'est égal à 1 plus, à nouveau,
En haut, ça va faire 0, et en bas, pardon, oui, en bas, ça va faire moins l'infini, c'est-à-dire que c'est égal à 1. Donc, de nouveau, si on a une asymptote oblique, elle a une pente 1, mais ce n'est pas encore garanti, on doit encore calculer l'autre limite. Donc, regardons la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x, ce qui est encore égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 ln de 1 plus 1 sur x. Ben, 1 sur moins l'infini, ça fait de nouveau 0. Donc c'est égal à 2 ln de 1 plus 0, ce qui est égal à 0. On a de nouveau, donc la limite existe, elle vaut 0, ce qui veut dire qu'en moins l'infini, on a à nouveau une asymptote oblique de pente 1 et de terme indépendant 0. Donc on a une asymptote oblique en moins l'infini qui est égale à, enfin d'équation y égale x. Donc ça veut dire que nous avons 4 asymptotes, 2 asymptotes verticales au bord du domaine, au centre, donc qui sont comme ceci en moins 1 et en 0, et puis une asymptote oblique y égale x en plus l'infini, et une asymptote oblique de la même équation, y égale x en moins l'infini. Ce qui commence à nous donner une idée du comportement de la fonction. On va passer à la suite. Alors, quelles sont les zones de croissance, de décroissance, concavité positive et négative, ainsi que les minima et maxima éventuels de f? Répondez sous forme d'un tableau. Alors, on vous dit ici, il n'est pas demandé de déterminer le signe de f en fonction de x, ni les racines de f. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas si facile. Et ici, on insiste fortement sur le fait qu'il ne faut pas le faire, mais même si on n'avait pas insisté, comme on ne vous le demandait pas, ne le faites pas. Vous n'avez pas de temps à perdre pendant l'examen, répondez simplement aux questions. Alors, avant de se lancer dans quelque chose, on vous dit aussi, répondez sous forme d'un tableau, donc on va faire un tableau. On vous demandait les zones de croissance, de décroissance, ben ça va être la dérivée première. On vous demande les zones de concavité positive ou négative, ben ça c'est la dérivée seconde. Et puis les minima et maxima, eh bien ça c'était lié aux racines de la dérivée première, mais leur nature à la dérivée seconde. Et donc ce sera facile sur base de la dérivée première et seconde. Donc on va faire un tableau. Je vous propose dans ces cas-là, sous votre brouillon, de faire d'abord un croquis de votre tableau, ce que j'ai fait chez moi, ici. Et donc nous avons, on va faire le tableau, x. Alors, on va partir de moins l'infini. Quel point remarquable il y avait? Eh bien, nous avions vu qu'il y avait une racine de la dérivée première en moins 2. On a vu qu'en moins 1, on était au bord du domaine. Qu'en 0, on était à l'autre bord du domaine. Il y avait de nouveau une racine de la dérivée première en 1. Et puis c'est tout pour l'instant. On va voir s'il y a des racines de dérivée seconde. Alors, ce qui est déjà très clair, on va prendre ici f, f' et f'', et puis le comportement de f ici. Ce qui est déjà très clair, c'est que entre moins 1 et 0, eh bien, en fait, la fonction n'est pas définie. Donc, il ne faudra rien y dire, il n'y a pas de question de croissance ou décroissance, la fonction n'existe pas. Donc, pas définie. Par contre, ici, elle est définie. Et ici, elle est définie également. Alors, f' de x, si on retourne voir en arrière, on voit que c'était égal, je vais l'écrire ici dans la marge, à 1 moins 2 sur x plus x carré. Et les racines, c'était moins 2 et 1. Qu'est-ce que ça fait en moins l'infini? Eh bien, en moins l'infini, vous avez 1 moins 2 divisé par un truc très grand. Donc, ça va faire 1 moins 0, et donc c'est positif. On a une racine en moins 2, donc là, ça va faire 0. On n'avait pas d'autres racines, donc c'est resté positif jusque-là. Et puis, quand on se rapproche de moins 1, vous pouvez vérifier, faites le calcul simplement, ce qui se passe quand on arrive vers moins 1. En fait, ici, ça devient négatif, après la racine. Et donc, on est positif, nul en moins 2, et puis négatif. Alors, de l'autre côté, juste après 0, quand on prend un 0, un chiffre très petit, on va voir que vous avez 1 moins 2 divisé par un truc très petit plus un autre truc très petit. Et donc, c'est 1 moins 2 divisé... Ça va être 1 moins quelque chose d'immense. Et donc, ça va être négatif. En 1, c'est une racine, ça fait 0. Et ensuite, de nouveau, quand x grandit et grandit, vous avez 1 moins 2 divisé par quelque chose de très grand, donc c'est-à-dire 1, donc ça va être positif.
à la fin, vers l'infini. La dérivée, on voit qu'elle est au début positive, elle est nulle en moins 2, et puis négative. Ensuite, elle n'est pas définie, et puis elle est négative, nulle, et devient positive par la suite. Dérivée seconde, alors on ne l'avait pas calculé explicitement, mais on voit que c'est 4x plus 2 divisé par x carré plus x au carré. Alors, le dénominateur est toujours positif. En moins l'infini, ce truc sera négatif. Et en fait, on va voir que la dérivée seconde, le signe de la dérivée seconde va dépendre de 4x plus 2, et il va changer en moins 1,5, c'est-à-dire dans cette zone-ci où les choses ne sont pas définies. Et donc ça reste négatif ici, et ici ce sera positif, positif, positif. Qu'est-ce que ça veut dire si on résume tout ça? Eh bien, au début, pour les petites valeurs proches de moins l'infini, vous avez une dérivée première positive, dérivée seconde négative. La fonction va se comporter de cette façon-ci. Ensuite, vous avez un maximum, puisque la dérivée seconde est négative et la dérivée première est nulle. Donc vous avez un maximum. Et puis, dérivée première et seconde négative, la concavité est comme ceci. Ensuite, c'est exactement l'inverse. Vous commencez avec une dérivée première négative, mais une concavité positive, donc ceci, un minimum, et puis les deux dérivées positives. Alors, dernière question, et ça c'est une question, si vous avez bien compris, elle est facile, mais par contre, ça permet de voir si vous avez compris ce que vous faites jusqu'ici. On vous demande, sur base de vos résultats précédents, d'esquisser un graphique de la fonction f. Alors, on sait bien que c'est un tout petit peu approximatif, mais ce qu'on veut voir, c'est si vous avez compris le sens de tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Alors, je vais commencer par utiliser quelques couleurs du coup ici. Alors, quels sont les points importants? Bon, il y a évidemment le point 0, il y avait le point 1, le point 2, le point moins 1 et le point moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'il y avait des asymptotes obliques en y égale x, donc c'est-à-dire une asymptote oblique ici, en plus l'infini et en moins l'infini. On avait vu une asymptote verticale en 0, ça tombe bien, donc je vais le mettre ici, voilà, et une autre asymptote verticale en moins 1. Voilà, que je vais dessiner ici. On avait ensuite vu, on va essayer de l'esquisser le graphe. Au début, la concavité est négative et dérivée positive. On atteint un maximum qui est en moins 2. Et puis, la concavité reste la même, mais on redescend. Ça veut dire qu'en moins 2, donc disons ici, on ne vous a pas demandé de calculer précisément la valeur de ce maximum, donc mettez un point au hasard. Vous allez avoir une fonction qui monte, mais qui est avec une concavité négative, qui atteint un maximum et qui redescend le long de l'asymptote verticale ici, en jaune, qui redescend plus bas. Par la suite, vous avez au début une dérivée négative et une asymptote verticale, donc la fonction va arriver comme ceci. Vous avez un minimum en 1, donc on arrive à un minimum en 1, et puis on remonte le long de l'asymptote oblique, et on doit tendre vers l'asymptote oblique, de la même façon qu'on devait tendre ici vers l'asymptote oblique. Et voilà. Et puis, alors, de façon très importante, dans cette zone-ci, on n'est pas obligé de barrer, mais je le barre ici, la fonction n'est pas définie, et donc il ne faut rien d'esquisser. Voilà, mais ceci clôture l'analyse de fonctions. Donc, comme je vous le disais en début de question, les trois choses qu'on va vérifier principalement lorsque on corrige ce genre de questions, c'est d'une part, est-ce que vous savez faire des manipulations de base? Savez-vous faire une dérivée seconde? Savez-vous vérifier si un signe d'une expression est positif ou négatif et ce genre de choses? Deuxième chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que vous comprenez le sens de ce que vous avez fait ici, c'est-à-dire que quand la dérivée est positive, ça veut dire que ça monte, que si la dérivée seconde est négative, ça veut dire que vous avez une concavité négative et ce genre de choses. Et la troisième chose, est-ce que vous comprenez les concepts que vous utilisez? Et donc, par exemple, quand on dit que le domaine de définition de la fonction, c'est de moins l'infini à moins 1, et puis de 0 à plus l'infini, eh bien que vous n'allez pas dessiner quelque chose entre 0 et moins 1, ou me trouver des racines de dérivée là, puisque ça n'a aucun sens, la fonction n'y est pas définie. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée et espère vous voir à l'EPL.